Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'École nationale des chartes pour cette nouvelle conférence du cycle Chartiste à l'œuvre qui, comme vous le savez, est consacrée à l'actualité éditoriale et plus spécialement, plus généralement scientifique de nos anciens élèves et étudiants. Et en l'occurrence, nous avons la chance d'avoir ce soir deux archivistes paléographes à la tribune pour la présentation d'un ouvrage paru chez Perrin il y a peu de temps, en novembre dernier, une coédition avec le ministère des Armées. Il s'agit de l'ouvrage de Clément Houry qui est présenté là, que j'ai aussi, donc Malplaquet 1709, avec comme discutant donc l'auteur de l'ouvrage, Clément Houry. Je vais vous présenter Clément en quelques mots, pas trop longuement j'espère. Et comme discutant, je remercie Mathieu Stoll, qui est notre autre ancien de la maison, également archiviste paléographe, d'avoir accepté, également historien moderniste, d'être votre discutant, Clément, pour la présentation de cet ouvrage. Donc bienvenue à tous les deux, puisque c'est votre maison, je dis toujours aux anciens, qu'on soit à la Sorbonne ou maintenant à Richelieu. L'école des Chartes reste la maison mère et tous les anciens élèves et étudiants sont les bienvenus chez eux. Donc Clément Houry, vous êtes archiviste paléographe de la promotion 2005, docteur en histoire de Sorbonne Université, avec une thèse donc soutenue en 2011 sous la direction d'Olivier Chaline, qu'on connaît bien, qui nous prête son concours en particulier pour les thèses d'École des Chartes et parfois aussi pour le jury du concours d'entrée. Une thèse consacrée aux défaites françaises de la guerre de succession d'Espagne. Vous avez donc un profil d'historien moderniste qui n'est pas contradictoire avec une très riche carrière de conservateur des bibliothèques, plusieurs postes vraiment à forte responsabilité, une spécialisation progressive sur les problématiques liées au patrimoine numérique. Voilà, les médiévistes, les modernistes font de très bons spécialistes du numérique, je pense qu'on peut y insister. C'est remarqué d'ailleurs, je crois que maintenant c'est une réalité constatée. Et vous avez occupé un certain nombre de postes prestigieux que je ne vais pas énumérer, ils sont évidemment accessibles sur le site de notre école. Et en dernier lieu, aujourd'hui, vous êtes depuis quelques mois le directeur du très bel équipement documentaire du campus Condorcet qu'on appelle l'Humatech, également le directeur général adjoint du campus Condorcet. Alors voilà, je reprends ce que je disais à l'instant. Votre itinéraire montre, celui de votre discutant aussi, qu'on peut parfaitement conjuguer une très belle carrière professionnelle dans l'administration et la conservation, avec des postes à haute responsabilité, très haute responsabilité, et la poursuite d'une activité d'historien. Donc je pense qu'il faut y insister aussi. En cette période, on a parfois tendance à dissocier les deux. Il me semble que, et à l'École des Chartes en particulier, on y insiste beaucoup. Alors, moi, je trouve que votre rythme de publication force l'admiration, parce qu'en fait, on a un ouvrage tous les 2 ans, donc rendez-vous en 2026-27. Vous avez publié en 2020 l'ouvrage La guerre de succession d'Espagne, qui est chez Talandier, qui a reçu le prix Guizot de l'Académie française. En 2022, chez Perrin, qui est à nouveau votre éditeur, un ouvrage consacré à John Churchill, qui a quant à lui reçu le prix d'histoire de la Fondation Stéphane Bern et le prix Château de Versailles du livre d'histoire 2022. Et donc, je souhaite à cet ouvrage des distinctions tout aussi prestigieuses. Il vient de paraître, il est donc tout frais, tout disponible pour de nouveaux prix. Alors voilà, bienvenue à vous également, Mathieu Stoll. Merci d'avoir accepté d'être le discutant de Clément Houry. Vous êtes vous aussi archiviste paléographe donc ancien élève de la maison, archiviste paléographe de la promotion 1999. Et vous aussi, en 2000, vous avez soutenu une thèse d'histoire moderne à Sorbonne Université également, thèse consacrée donc à l'histoire financière et administrative du grand siècle. Vous êtes vous aussi donc à poste à très haute responsabilité, puisque conservateur général du patrimoine, vous êtes actuellement chef du bureau de la diffusion et de la valorisation numérique au service interministériel des archives de France du ministère de la Culture. Et donc, le pôle
tout à fait vital aujourd'hui aujourd'hui, sur des problématiques telles que la numérisation des archives publiques, l'actualisation et la création de portails numériques français, dont France Archives, la participation française au portail européen des archives. Voilà, on sait à quel point toutes ces problématiques sont vitales, hein, pour toutes les institutions et en particulier pour celles des archives. Et vous aussi, votre parcours, tout comme celui de Clément Houry, montre qu'on peut parfaitement concilier une vocation d'historien et une riche carrière au service du patrimoine, y compris numérique. Alors, le sujet, j'en arrête là avec les présentations. Le sujet du jour, c'est une bataille, donc celle donc de Malplaquet, 1709, donc une défaite, une fête française. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir des ouvrages sur des victoires bien documentées. En quoi voilà, une défaite est-elle un sujet d'étude? C'est ça qui fait tout l'intérêt de votre ouvrage, avec, je dirais qu'en ces temps tendus de géopolitique voilà, peu encourageante, dirons-nous, un sujet comme celui-là, hein, dont vous montrez, ça va être le propos du jour, qu'une défaite apparente mais bien maîtrisée peut finalement s'avérer un outil favorable pour maintenir certaines positions, hein, diplomatiques, là encore également de territoriales. Voilà, donc le fait de ne pas s'arrêter finalement aux premières constatations, et une étude que vous menez à travers, évidemment, en bon chartiste, les archives, une plongée dans les sources, hein, tous azimuts, j'ose dire, une méthode qu'on connaît bien ici, enfin qu'on appelle dans d'autres endroits, d'autres maisons scientifiques, micro-histoire, mais en fait c'est une méthode chartiste, c'est-à-dire, voilà, moi, donc j'ai toujours, ça c'est, il me semble qu'on fait de la micro-histoire de manière native, presque inconsciente ici, puisque c'est en partant des dossiers, hein, très précis, des différents types de correspondances, eh bien vous permettez d'avoir cet éclairage très en finesse de cette bataille. Donc on est vraiment très très loin de l'histoire bataille telle qu'on pouvait la concevoir il y a encore quelques décennies. Au contraire, c'est d'une très grande modernité et historiographique, hein, votre ouvrage. Mais ça va être le sujet de cette conférence, donc je n'en dirai pas plus maintenant. Encore un grand merci d'avoir accepté, Clément Houry, de présenter cet ouvrage, et merci à vous aussi, chers confrères, d'avoir accepté cette tâche qui est, voilà, pas toujours simple, mais voilà, deux historiens modernistes, spécialistes à peu près de la même période et issus de la même maison. Ce dialogue est très très bienvenu, et je vous en remercie tous les deux. Donc encore bienvenue, et voilà, nous avons hâte de vous écouter. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour votre accueil. Donc, nous allons essayer de relever le défi que vous nous proposez. Donc, cette bataille de Malplaquet. Bataille, justement, histoire-bataille. Clément, cette histoire-bataille a longtemps été déconsidérée, hein, comme trop simpliste ou incapable de rendre compte de la complexité des multiples dimensions de la guerre. Alors pourquoi est-ce que, selon toi, aujourd'hui, l'étude d'une bataille se justifie toujours? Alors, effectivement, vous avez tous les deux parlé du fait que l'histoire bataille a souvent, même l'histoire militaire en général a souvent été déconsidérée. D'ailleurs, le terme même d'histoire militaire est un peu étonnant, puisque les anglo-saxons désormais parlent plutôt de war studies, donc d'histoire des guerres ou d'histoire des conflits ou d'histoire de la guerre. C'est toujours difficile à traduire, plutôt que d'histoire militaire, parce qu'on a toujours l'impression que cette histoire militaire est un peu une histoire des militaires par les militaires pour les militaires, ou une histoire militarisée. Et effectivement, il y a un siècle, on va dire, l'histoire militaire était vraiment destinée à préparer la revanche, ce qui explique pourquoi, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les historiens de l'École des Annales notamment ont considéré qu'il fallait s'écarter de cette histoire qui était souvent de mauvaise foi, extrêmement cocardière, et qui n'apportait pas de connaissance des ressorts des sociétés humaines.
Mais en réalité, depuis une vingtaine d'années, il y a un renouveau de l'intérêt pour cette histoire militaire ou histoire des guerres, tout simplement parce que, de fait, la guerre est un des mécanismes qui règle la marche des sociétés. Malheureusement, on le sait à nouveau aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier au sein de la guerre un événement singulier comme celui de la bataille. Puisque justement, on pourrait se dire, bon, encore l'histoire militaire, c'est intéressant parce qu'on va voir les États qui gagnent grâce à des ressources financières, des ressources morales, des ressources politiques, mais la bataille, après tout, ne doit être que le fruit du chaos. C'est encore ce qu'on disait ce qu'on trouve chez Duby dans le Dimanche de Bouvines, où il explique que la plupart des acteurs d'une bataille sont des Fabrice et que voilà, il ne voit pas grand chose à ce qui se passe. En réalité, même si effectivement la bataille, ça reste un événement très compliqué à représenter, on a des signes de ce qu'est une bataille, et c'est intéressant de l'étudier aussi comme un révélateur, puisque dans une bataille, comme l'homme est confronté à des circonstances tout à fait exceptionnelles et généralement effroyables, la façon dont les soldats ou les civils qui participent au combat, il y en a, réagissent à la fois individuellement et collectivement, dit beaucoup de la façon dont une société fonctionne. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette dimension de bataille comme révélateur. Alors, tu as publié une synthèse sur la guerre de succession d'Espagne, une biographie sur le duc de Marlborough, et donc maintenant l'étude d'une bataille qui avait déjà donné lieu à un ouvrage en français d'André Corvisier. Alors, par rapport aux deux premiers genres que tu as pratiqués, quelles difficultés une étude de bataille pose-t-elle ? Alors, je dirais justement que les difficultés, c'est ce que je viens d'évoquer. C'est de la rendre vraiment intelligible. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que je me suis inscrit dans une collection qui s'appelle Champs de bataille, qui a été lancée par Perrin. La première bataille de la collection, comme elle est dirigée par un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, c'était sur la bataille de Kharkov, donc en 1942. Et puis, il y a eu des batailles de la guerre de sécession, du Moyen-Âge, l'Okinawa en 1945. Et il y a eu justement beaucoup de batailles à des périodes très différentes, et évidemment qui ont des échelles de temps tout à fait différentes aussi. Bon, quand on parle il y a eu Verdun aussi qui dure évidemment 10 mois, c'est pas la même chose que le jour de Malplaquet. Mais ce qui est intéressant, c'est que le choix a vraiment été fait de garder systématiquement un peu un même type de plan. Alors, l'avantage, c'est que ça me résolvait mon problème. Je n'avais pas à me poser des questions trop complexes de plan. Donc, très classiquement, le contexte avant la bataille elle-même, et les conséquences et la mémoire. Donc, c'est vrai qu'il a fallu restituer d'abord tout le contexte dans lequel la bataille se déroule. L'autre enjeu, c'était d'arriver à peu près à comprendre ce qui s'est passé, surtout pour Malplaquet, qui est une bataille extrêmement confuse, puisqu'on se bat dans les bois et donc personne ne sait ce que fait son voisin. On a beaucoup de récits, mais ils sont très souvent contradictoires. Donc, en soi, que des récits soient contradictoires, c'est intéressant. C'est le signe de quelque chose, le signe que d'abord on ne voit rien sur un champ de bataille, parce qu'il y a beaucoup de fumée. Dès qu'on a commencé à tirer quelques coups de fusil, on ne voit plus rien. Et donc, ou alors c'est le signe que les gens qui racontent, qui ont un récit, ont une idée derrière la tête et essayent de dissimuler des choses. Donc, il fallait à la fois essayer de proposer un récit à peu près cohérent, sinon personne ne comprend rien, et d'un autre côté, ne pas gommer les aspérités et voilà, ne pas faire comme l'histoire bataille traditionnelle qui avait un début, une fin et bien entendu tout ça à la gloire de nos armes. Mais voilà, essayer de faire comprendre que la bataille n'est pas un... Voilà, c'est un événement unique, mais où les perceptions peuvent être multiples. Et enfin, dernier enjeu, qui est évidemment insoluble, mais se poser la question de qu'est-ce qui était nécessaire et qu'est-ce qui était la part du hasard. Et c'est ça qui est toujours très fascinant avec une bataille, c'est que, bien entendu, on peut se dire, voilà, les effectifs les plus nombreux gagnent. Généralement, si on accepte d'en aller à une bataille, c'est que les effectifs sont à peu près équilibrés des deux côtés. Donc pourquoi on a gagné, pourquoi on a perdu? Est-ce l'effet du hasard et de la nécessité? Bien entendu, on ne peut pas répondre à ça, mais on peut explorer différentes possibilités.
un des enjeux. Alors, je l'ai dit, il y a déjà un ouvrage en français, des ouvrages en anglais également sur Malplaquet. Alors, pourquoi en faire un nouveau et ne pas plutôt traiter une autre bataille de la guerre de Succession d'Espagne, Ramy ou Dinard, qui sont moins connues et qui, au moins en français, n'ont pas donné lieu à publication? Alors, il y a un premier élément qui est que les Ramy et Oudenarde sont de franches défaites françaises, et ça passe toujours mieux d'étudier la défaite qui n'est pas tout à fait la défaite. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette bataille, de comprendre comment on passe de ce qui est concrètement une défaite tactique quand même sur le champ de bataille à un succès, on va dire, en tout cas au niveau stratégique. Je ne sais pas si on peut parler de victoire. C'est vrai qu'il y a déjà eu des ouvrages, et notamment celui de l'éminent historien André Corvisier. Ce sur quoi j'ai essayé de travailler, c'est justement de sortir du point de vue de la nation. Alors, j'allais dire franco-français. Il y a aussi des ouvrages anglais sur la bataille de Malplaquet où on a uniquement les points de vue des Anglais, et justement d'être capable de prendre en compte tous les points de vue. Donc non seulement les Français et les Anglais qui ont beaucoup publié dessus, mais j'ai retrouvé des archives qui venaient de Dresde, de Copenhague, donc parce qu'il y a énormément de nationalités qui sont représentées, à la fois tous les points de vue et tous les niveaux. Donc évidemment les généraux, mais aussi les simples capitaines, voire on a quelques récits de simples soldats. Donc voilà, pour avoir une vision presque kaléidoscopique de la bataille, et en multipliant ces points de vue, avoir quelque chose qui est peut-être moins lisse et moins cohérent, mais plus vrai dans l'expérience de ce qu'est ce combat. Alors, tu évoquais des sources, justement. En tant que chartiste, on ne peut pas faire l'impasse sur la question des sources. Alors, quelles sont les principales sources que tu as utilisées pour rédiger cet ouvrage ? Alors, comme on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas non plus faire l'impasse sur quelques images. Donc, ce ne sera évidemment pas exhaustif, rassurez-vous. Il y a beaucoup de sources imprimées. Donc là, j'ai pris les mémoires du capitaine Parker, qui était un officier qui a combattu à Malplaquet. Je ne vais pas lister tous les mémoires qui peuvent exister sous forme imprimée ou manuscrite. Soulignons évidemment à nouveau la richesse du service de la défense et évidemment la beauté du cadre, puisque donc ce sont les archives du ministère des Armées qui sont au château de Vincennes, et la principale ressource, ce sont ces très gros volumes, c'est la sous-série A1 qui contient l'intégralité des correspondances entre les bureaux de la guerre à Versailles et les généraux, mais aussi les intendants, de simples capitaines, les gouverneurs de place. Donc on a énormément de points de vue dans ces registres qui sont français. Et voilà, par exemple, là, c'est la lettre écrite par le maréchal de Boufflers 2 jours après la bataille. Et pour dire tous les points de vue qu'on peut avoir, là, j'avais tenté pour un article de faire une petite vision synoptique de tout ce qu'on trouvait. Donc les couleurs, c'est les nationalités. Donc vous avez les Français en bleu, les Allemands en vert, les Hollandais en orange, comme souvent. Et quand est-ce qu'on écrit sur la bataille? Est-ce que c'est au lendemain, une lettre qu'on va avoir griffonnée au soir de la bataille, ou est-ce que c'est dans des mémoires? Tout ce qui est à droite, c'est vraiment dans des mémoires qui sont écrites des dizaines d'années après. Et est-ce qu'on on a la parole des généraux ou des simples soldats ou des diplomates, et donc on voit cette espèce de matrice montre qu'on a à la fois beaucoup de récits et beaucoup de points de vue. Et enfin, au-delà de ces éléments qui sont de l'ordre justement du récit, on a aussi des vraies sources administratives. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a une source toujours à Vincennes qui est absolument exceptionnelle, qui sont les registres d'entrée des invalides. Donc en fait, quand un soldat était blessé après une bataille, qu'il avait le bras coupé par exemple, et qu'il avait le droit à ce titre d'entrer aux invalides, donc cette institution créée par Louis XIV pour recueillir les anciens soldats ou les soldats blessés, on indiquait où la personne, dans quelles circonstances elle avait été blessée, où est-ce qu'elle avait été blessée, et donc on voyait si elle avait le bras amputé d'un coup de sabre, si elle avait pris un coup de fusil, et donc ça permet d'étudier en fait la façon dont les soldats combattaient. Donc voilà, on voit qu'en multipliant les sources, on arrive à retrouver différentes réalités du combat.
Alors, à lire les états des sources de tes 3 ouvrages, on a quand même l'impression que la France a moins mis en valeur que l'Angleterre, par exemple, les sources proprement militaires liées à cette période, notamment par le biais d'éditions de sources intégrales. Alors, est-ce que tu confirmes ce sentiment? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça fait partie des multiples avantages d'avoir travaillé sur une défaite. C'est que c'est évidemment les victoires dans l'autre camp. Et donc, comme c'était des victoires, ils ont beaucoup publié, beaucoup édité. Donc, ça me permettait de me concentrer sur les sources françaises et d'avoir des sources imprimées du côté de l'Angleterre, de la Hollande. Donc, les correspondances de tous les grands acteurs... Marlborough en Angleterre. Alors Marlborough a fait l'objet de 3 séries d'éditions de correspondance. Le Prince Eugène, dont on reparlera sans doute. Tout ça a été édité. En France, c'est vrai qu'il y a eu un très gros travail qui a été réalisé au XIXe siècle d'édition de la plupart des sources sur la guerre de succession d'Espagne par les généraux Vaux et Pellet, mais en réalité c'était vraiment une étude assez technique, alors qu'on voit très bien que en Angleterre, en Hollande et surtout dans l'Empire austro-hongrois, il y avait une volonté véritablement d'exalter la grandeur des armées qui avaient réussi à vaincre Louis XIV. Donc il y aurait encore pas mal de choses à faire en termes d'édition de sources, ne serait-ce qu'en termes de numérisation, notamment de la sous-série A1 que j'ai présentée. Bon, c'est un petit message voilà. aux membres du SHD, si certains sont présents aujourd'hui. Et aux financeurs potentiels. Voilà. Bon, venons-en à la bataille maintenant. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, on est en plein dans la guerre de succession d'Espagne, qui a débuté en 1701. Après quelques succès initiaux, la France et l'Espagne alliées à la Bavière accumulent les défaites et les déconvenues face à la grande alliance des Anglais, des impériaux et des Hollandais. Alors, la litanie des défaites a de quoi faire frémir. Horstein-Blenheim en 1704, Turin et Ramillies en 1706, Oudenarde en 1708. Donc les Pays-Bas espagnols et l'Italie sont perdus. La situation en Espagne n'est guère meilleure. Alors c'est un vrai choc pour un roi qui n'avait plus connu la défaite sur terre depuis au moins 50 ans, et pour le royaume tout entier qui se retrouve envahi. Oui, effectivement. Il faut imaginer que entre Rocroi en 1643 et Blenheim, il n'y a quasiment aucune défaite française. Bon, il y a quelques batailles qui sont pas des gros succès, voire de légers revers, mais ça fait quasiment 60 ans de victoire ininterrompue des Français. Donc, quand après ça, on a 4 défaites majeures, il y a un véritable choc, et donc le Mars très chrétien ou le Mars français qu'on vantait, que tous les organes de propagande Louis XIVienne vantaient, se retrouve bien démuni. Pour vous donner une illustration, les Pays-Bas méridionaux que Louis XIV, pendant tout son règne, a tenté de conquérir, donc il les récupère. Enfin, disons qu'il se retrouve allié avec l'Espagne en 1700, quand c'est son petit-fils qui devient roi d'Espagne. Et donc la ligne de front se retrouve au nord des Pays-Bas méridionaux. Ça, c'est en 1702, et après la série de batailles que tu as évoquées, sans compter celles qui nous font perdre la Bavière, l'Italie, la ligne de front se retrouve ici. Donc on voit tout de suite qu'on a beaucoup reculé. Et la grande différence, en revanche, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez très bien le voir, mais vous voyez peut-être qu'il y a une première série de petites étoiles vertes et une deuxième série de petites étoiles bleues. C'est que à partir de 1708, donc la ville de Lille est perdue. Donc ça, c'est une humiliation personnelle pour Louis XIV, puisque c'était la première grande conquête de son règne, Lille. Et ça veut dire aussi que 1708, les troupes alliées peuvent envoyer des courses, envoyer des cavaliers, ravager le territoire français. Donc c'est effectivement une humiliation pour la France, et puis très concrètement, ça veut dire que la population française est attaquée. D'un autre côté, ça renvoie les Français à la barrière que Vauban a érigée pendant des décennies, qu'on a appelée la ceinture de fer. Et donc là où Eugène et Marlborough, les chefs alliés, arrivaient à avancer très vite, dès qu'ils doivent, ils se cassent un peu les dents contre la barrière de Vauban.
Bon, il y a la situation militaire, il y a aussi une crise politique et diplomatique. Donc là, vous voyez une des multiples caricatures de Louis XIV. Voilà, on voit l'éclipse, les lys sont tombés par terre. Enfin, je ne veux pas vous la détailler. Mais il y a une situation financière catastrophique. En 1709, janvier 1709, débute le Grand Hiver, qui est un épisode climatique qui détruit la totalité des récoltes du royaume, au moins 90% des récoltes du royaume, et qui entraînera plus de 600 000 morts de famine. Et à ce moment-là, les Alliés, donc la France, la Hollande, l'Angleterre, l'Empire, un certain nombre de princes allemands, considèrent que il suffit de sonner l'hallali et la France va être détruite. Donc Godolphin, qui est en quelque sorte le Premier ministre anglais, dit que la France est un royaume croulant, et son homologue Heinsius dit que Paris ressemble davantage à une ville de garnison de frontières qu'à la capitale d'un grand et florissant royaume. Donc ils sont convaincus qu'il suffira de pousser un peu, une année supplémentaire après la chute de l'île pour que vraiment tout vienne. Et donc il y a des négociations au début de l'année 1709 où ils exigent tout de Louis XIV. Il y a à la fois une volonté de gagner, mais aussi une volonté d'humilier. Déjà, Louis XIV doit renoncer à peu près toutes les conquêtes de son règne, et il doit aussi demander à son fils de ne plus être le roi d'Espagne, et comme on veut en rajouter un peu dans l'humiliation, on demande aux Français de donner leurs propres troupes pour attaquer les Espagnols, parce que c'est quand même compliqué d'aller déloger Philippe V d'Espagne. Donc là, alors que Louis XIV était prêt à tout accepter, là il dit non, vous pouvez quand même pas décemment me demander d'attaquer mon propre petit-fils, et donc les pourparlers de paix sont rompus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant. On a parlé de crise d'absolutisme, mais donc Louis XIV, qui était obsédé par le secret des décisions royales, lorsqu'il a ce qu'on a appelé l'appel au peuple, alors il y a un côté un peu gaullien, justement, rétrospectivement évidemment, où il écrit une lettre destinée à être lue à la totalité de la population, à être placardé sur les portes des églises, où il explique à ces peuples que il était prêt, qu'il était prêt à tout pour les faire jouir du repos, mais que plus il a témoigné de facilité et d'envie de dissiper les ombrages qui voulaient que les ennemis affectaient de conserver de sa puissance, plus il multipliait leurs prétentions. Et voilà, il dit alors, très belle prétérition, je passe sous silence les insinuations qu'ils m'ont faites de joindre mes forces à celles de la Ligue et de contraindre le roi mon petit-fils à descendre du trône s'il ne consentait pas volontairement à vivre désormais sans État. Donc il explique qu'il est contre l'humanité de faire cette paix, et il doit expliquer à son propre peuple pourquoi il continue la guerre, ce qu'évidemment il n'avait jamais fait. Merci pour ces éléments de contexte. Venons-en aux troupes elles-mêmes, et d'abord à leur chef. Alors, les troupes alliées sont menées par deux généraux d'exception, donc le duc de Marlborough et le prince Eugène de Savoie, dont l'entente et la complémentarité sont pour beaucoup dans la succession de victoires de la Grande Alliance. Alors honnêtement, un tel tandem est vraiment rare dans l'histoire militaire, où la guerre des égaux fait également rage. On imagine mal Turenne et Condé collaborer ainsi, ou Montgomery et Patton à une époque plus récente. C'est effectivement assez exceptionnel. Je rajoute quand même dans la direction stratégique, donc le Marlborough, c'est celui qui est tout à gauche pour vous, Eugène est au centre, et vous voyez un civil, le grand pensionnaire Heinsius, en Hollande, alors qui n'a pas de rôle militaire, mais qui est la troisième tête de la direction stratégique des Alliés. Alors c'est d'autant plus fascinant cette amitié, Churchill, donc Winston Churchill, descendant de Marlborough, dira que c'est une fraternité d'armes qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Et même si Churchill a souvent tendance à exagérer, là, on a tendance à penser que pas du tout. D'autant plus qu'ils sont très différents. Marlborough, c'est quelqu'un qui vient de la petite noblesse et qui a réussi, à force d'un certain nombre d'intrigues, à monter tout en haut, et qui n'a pas forcément une très grande expérience militaire quand il se retrouve à la tête de toutes les armées anglaises et hollandaises dans les Pays-Bas. Et qui est un homme affable, très séducteur, très bon diplomate, alors que en face, Eugène, lui, vient de la très haute noblesse européenne, mais comme c'est le fils d'Olympe Mancini, ancienne maîtresse de Louis XIV, impliqué dans l'affaire des poisons, et que par ailleurs, lui, il n'est pas du tout beau et affable, il est petit, malingre, chétif. Quand il demande un régiment à Louis XIV, Louis XIV se moque de lui en disant qu'il veut bien lui donner une abbaye, mais un régiment, et on ne verrait pas très bien ce qu'il en ferait. Donc,
de rage, Eugène s'enfuit, va combattre les Turcs auprès de l'empereur, et puis alors, on s'aperçoit que malheureusement, c'est un général d'exception, et donc il monte comme ça. Alors, bien qu'il vienne de la haute noblesse, il redescend, il était redescendu très bas et remonte à la tête de... Voilà, par ses victoires, il finit par être à la tête des armées impériales. Donc ils sont très différents, il y a un protestant et un catholique, et pourtant, ils s'entendent parfaitement bien, les deux détestant Louis XIV, qui leur crée un point commun. Alors, à l'inverse, côté français, c'est, si j'ose dire, la Bérésina. Alors, qu'il soit incompétent comme Villeroy ou La Feuillade, maladroit comme Tallard et Marsin, prince du sang comme le duc d'Orléans et le duc de Bourgogne, ou doué, il y en a quand même, comme Vendôme. Alors, tous les généraux de Louis XIV ont été battus, voire rossés, capturés, blessés, tués par Marlborough et le prince Eugène sur tous les champs de bataille d'Europe. Alors, que peut faire Louis XIV? Eh bien, Louis XIV, il pense qu'il reste. Et justement, Villars, qui aujourd'hui, justement, a une très bonne image, à l'époque, c'est quand même quelqu'un qui n'était pas maréchal quand la guerre débute, et qui a servi uniquement sur des fronts secondaires. Jusqu'en 1709. En fait, s'il monte aussi haut, tout simplement, c'est parce que tous les autres ont été éliminés et qu'il est le seul à ne jamais avoir été battu. Villars est quand même quelqu'un qui a de grandes qualités. C'est un général très manœuvrier, très agressif dans sa conception des combats, d'ailleurs un peu comme Marlborough et Eugène, contrairement à d'autres qui étaient plus prudents. Et voilà, il sait lui aussi bien que Marlborough et Eugène, dissimuler ses troupes, dissimuler l'endroit où il va attaquer. Et on peut dire aussi qu'il est secondé par quelqu'un qui, pour le coup, a lui été battu par Marlborough, mais qui a quand même des qualités, le maréchal de Boufflers, donc quasiment de 10 ans son aîné. En fait, donc Villars se voit confier l'armée en 1709, mais juste avant la bataille de Malplaquet, on lui adjoint Boufflers, puisqu'on craint que Villars soit comme Marsin en 1706 tué, ou le duc d'Orléans, là encore en 1706, blessé, et que du coup, il ne puisse plus diriger l'armée. Donc l'armée française se retrouve avec 2 têtes, comme les Alliés. Un match à 2 contre 2, en effet. Alors, on a les chefs, maintenant les soldats. Quels sont ces deux armées qui s'opposent? Alors d'abord, il faut imaginer qu'avant Leipzig, alors on a parlé de Leipzig en 1813 comme une bataille des nations, il y a quand même beaucoup de monde à Malplaquet, et à peu près toute l'Europe, à part éventuellement les Savoyards et les Portugais, s'est donné rendez-vous pour faire le combat final, ce que les Alliés en tout cas imaginent le combat final contre Louis XIV. Donc du côté Bourbon, il y a des Français, quelques Espagnols, quelques Bavarois, des Suisses aussi, bien entendu, d'ailleurs des deux côtés. Ils vont être amenés à s'affronter à Malplaquet, parce qu'il y a des Suisses du côté hollandais, et alors évidemment côté allié, des Britanniques, des Hollandais, des Prussiens, des Saxons, des Danois, des Hanovriens, des Palatins, des Impériaux, il y a même quelques Suédois, enfin je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a énormément de soldats, et d'ailleurs les effectifs sont gigantesques. Il y a à peu près, on considère, alors c'est assez difficile de faire les calculs, mais j'ai pu établir qu'il y avait à peu près 86 000 Français contre 95 à 100 000 alliés. Il faut imaginer que c'est des chiffres supérieurs à Austerlitz, c'est des chiffres qui sont supérieurs à Waterloo. Donc on a toujours l'image d'un gigantisme sous Napoléon. C'est vrai dans certaines batailles comme Wagram et Leipzig, mais enfin les batailles les plus connues de Napoléon, c'est moins de monde qu'à Malplaquet. Et alors, par contre, ces troupes sont extrêmement standardisées. D'ailleurs, c'est parce que c'est standardisé qu'on peut mettre des Britanniques, des Hollandais, des Hanovriens à côté et les faire évoluer exactement de la même façon, tout le monde parlant à peu près allemand. Donc voilà, on a pour l'infanterie un seul soldat en ligne, donc qui a son fusil et une baïonnette, et qui combattent en ligne mince. Et pour la cavalerie, il y en a de deux types. Il y a ce qu'on appelle la cavalerie légère, qui est de la cavalerie lourde, c'est la petite subtilité de l'époque, donc qui charge au sabre et qui peut être équipée d'une cuirasse. Et enfin, ce qui est la vraie cavalerie légère, des dragons ou des hussards, dont le rôle est plutôt de faire des reconnaissances ou de harceler les troupes après le combat. Donc l'armée française, elle est en infériorité numérique par rapport à celle des Alliés, mais dans quel état physique et moral se trouve-t-elle après cette succession de défaites assez humiliantes et le grand hiver que tu évoquais?
Bah alors, l'état physique, je vous donne la citation du gouverneur de Tournai, début 1709. Et donc les soldats se révoltent parce qu'ils meurent de faim. Donc ces malheureux souffrent infiniment et sont réduits à une ration de pain. Je suis obligé de vous dire que les chiens n'en voudraient pas manger, que les visages des cavaliers et soldats ne sont pas plus gros que le poing, qu'ils tombent journellement malades et meurent dans les hôpitaux aussitôt qu'ils y sont arrivés. Et que si vous aviez besoin de leur faire une marche, je ne crois pas qu'ils fussent en état de la faire. Donc ça, c'est pour l'état physique. Globalement, avant la bataille, ils sont un tout petit peu mieux ravitaillés, mais il ne faut pas imaginer non plus qu'on mange à sa faim dans l'armée française en 1709. Quant à l'état moral, ils ont été systématiquement battus pendant près de 10 ans. Le moral n'est pas très bon. Après, il y a une grande interrogation. C'est est-ce une armée qui est animée d'un élan patriotique? C'est très difficile à dire. Alors, très clairement, il y a dans le discours officiel un discours, on va dire, proto-patriotique, et c'est pas la nation en armes de 1792, mais après tout, il y a des effectifs plus gros qu'à Valmy, donc la nation est tout aussi bien représentée qu'à Valmy. Et il y a des discours comme celui-là. Donc ça, c'est une jolie monnaie de siège. Donc c'est des monnaies de siège, c'était des monnaies qui avaient été frappées par le maréchal de Boufflers. Donc ça, c'est les armes du maréchal de Boufflers lors du siège de Lille. Et donc la monnaie dit Pro Defensione Urbis et Patriae. On n'a pas besoin d'être grand latiniste pour comprendre que ça veut dire à peu près pour la défense de la ville, donc de Lille et de la patrie. L'idée étant que Lille étant la clé du royaume, on défend déjà la patrie en 1708. Donc on la défend en 1709. Donc il y a un discours sur la patrie. Après, est-ce que ce discours infuse chez les soldats? Villars le prétend. Villars prétend beaucoup de choses, on n'est pas forcé de le croire tout le temps. Et est-ce que ce discours infusant chez les soldats les a amenés à mieux combattre en 1709? C'est difficile à dire, c'est une supposition qu'on a le droit de faire. Alors on a le contexte, on a les acteurs. Donc maintenant, comment est-ce qu'on arrive à combattre à Malplaquet le 11 septembre 1709? Alors, d'abord, donc vous avez vu, je vous avais montré, alors vous n'avez pas très bien vu, on était un peu loin, mais cette série de forteresses qu'on appelle la ceinture de fer. Donc là, on la retrouve. Donc j'ai un peu zoomé comme ça, vous voyez. Donc on voit toute cette série de forteresses. Il y en a évidemment un peu ensuite à l'ouest et à l'est. Donc là, c'est à peu près 80 km de long. Et donc Villars, en fait, va se retrancher. Il est en infériorité numérique. La stratégie de Louis XIV, c'est d'attendre que les Alliés s'épuisent, on ait assez de dépenser de l'argent et accepte de faire la paix. Donc il va tout simplement s'enterrer derrière des lignes qu'il installe entre Béthune et Douai. Donc les Alliés partant de Lille essayent de franchir ces lignes, se disent que c'est trop dangereux et ils ne veulent pas risquer la bataille. Alors pour une fois, Marlborough a peur évite de combattre, ce qui n'est pas son habitude. D'abord, donc il décide de continuer les sièges. Donc d'abord, il s'empare de Tournai pour grignoter un peu le territoire, et ensuite il contourne Mons pour essayer de s'emparer de Mons. Et là, il se passe quelque chose d'un peu étonnant. D'ailleurs, c'est pas totalement explicable. En fait, les Français en ont assez de reculer. Et donc, Villars demande l'autorisation de combattre, qu'il obtient un peu à demi-mot, mais comme c'est Villars, il l'interprète de la façon qui l'intéresse. Et donc, il va se positionner dans la trouée de Malplaquet, entre ces deux bois. Alors, il va pas attaquer. Il va se positionner de telle sorte qu'il empêche le siège de Mons, et il va se retrancher. Parce que on sait évidemment que c'est dangereux d'attaquer un ennemi supérieur en nombre. Donc on appelle ça la trouée de Malplaquet. Alors c'est pourquoi une trouée? Et est-ce que à ce moment-là, Villars n'a pas raté peut-être une occasion d'attaquer Marlborough justement? Alors effectivement, au moment où il arrive à la trouée de Malplaquet, les Eugène et Marlborough sont convaincus que les Français n'attaqueront jamais. Parce que que les Français passent leur temps à se retrancher derrière leur ligne et qu'ils ne prendront aucun risque. Donc en fait, au 9 septembre, Villars est littéralement à la portée du pistolet de Marlborough, qui n'a que la moitié de son armée, et l'autre moitié est presque à une demi-journée de marche. Et là, soit il n'ose pas attaquer. C'est vrai que Villars est audacieux, mais enfin, il était audacieux quand il avait des troupes d'intérêt secondaire et qu'après tout, une défaite n'allait pas entraîner la destruction de l'armée principale et l'ouverture de la route de Paris. Donc, il n'ose pas. Il est possible qu'il ne voit pas très bien ce qui se passe aussi. C'est pas facile de reconnaître exactement qui est où quand on a quelques dizaines de milliers de soldats face à soi. Est-ce que c'est 50 000 ou est-ce que c'est 100 000 ? C'est pas facile à dire. Donc il n'ose pas attaquer, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il préfère se retrancher. Donc on arrive à cette situation, alors qui est représentée comme ça dans les cartes de l'époque, mais je vais
plutôt prendre la carte de mon ouvrage, c'est plus lisible. Donc, on voit que c'est vraiment un coupe-gorge en fait. Il retranche. Donc ça, c'est les bois. Donc il installe des fantassins dans les bois. Il retranche il retranche les bois. Il installe des redoutes, c'est-à-dire des véritables fortifications de campagne où on lève de la terre, on installe des palissades pour verrouiller le seul goulet qui permet aux alliés de passer. Et en fait, en mettant toutes ces troupes, il se dit que les alliés vont être forcés de s'engouffrer dans cette espèce de piège et qu'ils vont avoir des pertes effroyables et qu'ils n'arriveront jamais à passer. Et puis derrière, même s'il a une belle cavalerie très nombreuse, il ne peut rien en faire évidemment, et donc il la met derrière. Et donc c'est vraiment... donc ça c'est un historien du prince Eugène qui écrit on ne peut refuser au maréchal de Villars la gloire d'avoir fait ses dispositions et ménager ses avantages avec autant d'habileté qu'un général le put faire. Et il rajoute un peu emphatique, c'était tout ensemble une espèce de gueule infernale, un gouffre de feu, de soufre et de salpêtre, d'où il ne semblait pas qu'on puisse s'approcher sans périr. Oui, donc il faut en effet signaler le rôle des fortifications de campagne, qui permettent la concentration des feux, l'importance de l'artillerie aussi, qui font de Malplaquet, de ce point de vue-là, une bataille très, très moderne. Alors, venons-en au combat maintenant. Donc, quelles sont les grandes phases de cette bataille? Alors, la première phase est très simple. C'est un peu c'est presque l'ordre oblique pour les amateurs de tactique classique. Il y a beaucoup plus de soldats. Enfin, chacun a mis beaucoup plus de soldats à sa droite qu'à sa gauche. Donc, forcément, sur la gauche des Français, les Alliés poussent et s'emparent du bois de Sarre, ce qui force les Français à reculer et à abandonner la totalité du bois. De l'autre côté, en revanche, alors là, c'est les Hollandais, ils attaquent, mais ils attaquent en infériorité numérique des positions qui sont extrêmement bien préparées et ils se font littéralement massacrer. Donc, il y a au moins 10 000 Hollandais qui sont tués sur place. Et d'ailleurs, on racontera ensuite les témoins qui parcourent le champ de bataille racontent qu'on voyait les soldats empilés comme ils étaient dans leur régiment où ils avaient été fauchés par centaines parce que l'artillerie française les attaque de front et de biais, donc en enfilade, en écharpe. Donc voilà, les pertes sont effroyables. Ce qui aurait peut-être pu entraîner une autre issue de la bataille, c'est si Boufflers... Alors, voilà, Villars est ici, Boufflers est là. Et si Boufflers, à ce moment-là, s'était dit, ils ont eu des pertes effroyables, donc je vais en profiter pour pousser, peut-être qu'il aurait pu embarquer la totalité du combat, mais Boufflers n'ose pas. D'abord, c'est pas lui qui dirige l'armée, il n'a pas l'autorisation, il sait pas comment ça se passe de l'autre côté. Bon, il y a toujours de bonnes raisons pour ne pas agir, et donc de fait, puis peut-être que ça aurait été pas un succès, mais voilà, il n'attaque pas. Ce qui se passe ensuite, c'est que, donc là on est à peu près au milieu de la journée, et Villars décide de regrouper, donc il se dit il faut reprendre le bois, parce que si jamais je ne tiens pas le bois de Sarre, je vais être forcé de capituler. Donc il regroupe des troupes, mais où est-ce qu'il les prend ces troupes? Il les prend là où il y en a, c'est-à-dire au centre. Donc le centre qui était bien fortifié se retrouve privé de troupes, et c'est au même moment où Villars est blessé. Donc son groupe est pris dans une série de tirs. Excusez-moi. Oui, c'est l'émotion, c'est la mort de Villars, c'est la mort de Chemereau et la mort la blessure de Villars. Donc il y a 2 officiers généraux qui sont tués. Villars qui est blessé. Il tombe à terre, alors il essaye de remonter à cheval, mais enfin il s'évanouit de douleur parce que son genou est fracassé. Et donc l'armée française est privée de son chef principal, le temps que Boufflers revienne, il y a un peu de confusion, et les Alliés à ce moment-là s'aperçoivent que il n'y a plus personne au centre. Donc ils arrivent à s'emparer du centre, et après ils arrivent à faire franchir leur cavalerie arrive à passer les redoutes du centre, et là il y a un gigantesque combat de cavalerie. Parce qu'on imagine toujours Malplaquet comme un combat d'infanterie, mais en fait, il y a quand même 20 à 30 000 cavaliers de chaque côté, enfin 20 à 30 000 cavaliers au total qui s'affrontent, donc c'est plus, là encore, c'est une référence napoléonienne, c'est plus que à Eylau. Et en fait, les Français ont certains succès, mais comme ils ne tiennent pas les retranchements, ils n'arrivent pas à repasser de l'autre côté, et donc ils sont forcés d'abandonner à un moment le combat. Donc à droite, on est convaincu qu'on a gagné, donc on ne comprend pas pourquoi il faut se retirer, mais bon, il se retire, à gauche, il se retire aussi, et c'est là vraiment que la bataille se joue, paradoxalement. Elle se joue dans la retraite. Pourquoi? Parce que d'habitude,
quand il y a une retraite et qu'en face, une retraite française et qu'en face il y a Marlborough et Eugène, ça se passe mal. Les Français jettent leurs armes, s'enfuient, sont capturés par dizaines de milliers. Alors, à Ramy, ils avaient perdu quelque chose comme 3000 hommes dans la bataille et 10 000 dans la retraite. Là, pas du tout. Les Français se retirent en bon ordre, avec une certaine confiance, et jamais les Alliés, qui ont été très éprouvés par le combat, n'osent les poursuivre et essayer de détruire leur armée. Et en fait, la retraite, c'est vraiment un moment difficile moralement et psychologiquement, et le fait d'avoir réussi sa retraite est en soi une victoire. Donc, en fait, ni Villars ni Boufflers ne sont exempts de tout reproche. Bon, une conjonction d'événements défavorables, la blessure de Villars au pire moment de la bataille, une réaction de Boufflers qui survient trop tard et qui n'est plus adaptée. En fait, la Malplaquet n'est pas une bataille aussi maîtrisée que les deux personnages vont essayer de le faire croire par la suite. Alors, si Malplaquet a marqué les esprits aussi, c'est en raison des pertes effroyables subies par les deux camps, en particulier les vainqueurs. Donc, toute proportion gardée, c'est un peu le Hello ou le Gettysburg de l'époque. Alors, comment peut-on expliquer cette boucherie? Parce qu'on prend 3 ans plus tard, à Denain, il y a des effectifs supérieurs et, qui sont mis en jeu dans la bataille, et la bataille est 5 fois moins coûteuse en vie humaine. Pourquoi Malplaquet se distingue de ce point de vue-là? Alors, effectivement, il faut imaginer que c'est quand même une bataille très amère pour les Alliés. Certes, ils sont maîtres du champ de bataille, ils s'emparent de Mons. Donc voilà, c'était l'objectif de la bataille, c'était de pouvoir faire le siège de Mons. Bon, ils l'ont pris, donc ils ont gagné de ce point de vue-là, là encore. Mais ils ont des pertes 2 fois plus importantes. Alors, si on prend l'hypothèse basse des Français, parce qu'évidemment, on est toujours dans des fourchettes, on n'a jamais les chiffres précis. Les Français, c'est entre 11 et 15 000. Les Alliés, c'est entre, on va dire, 19 et 22 000 hommes. Donc, voilà, Voilà, avec l'hypothèse basse des Français et l'hypothèse haute des Alliés, il y a 2 fois plus de morts côté Alliés, et dans tous les cas de figure, on a beaucoup plus de pertes du côté des Alliés. Pourquoi? D'abord parce que les Hollandais se sont acharnés à tenter de s'emparer de retranchements qui étaient quasiment invulnérables. Alors, il est possible que les Hollandais aient été échauffés par l'alcool, comme on disait à l'époque, parce qu'on a distribué généreusement le schnapps, parce que les soldats n'ont pas naturellement envie de monter baïonnette au canon pour aller s'emparer d'un morceau de bois tenu par des gens qui ont des baïonnettes en face. Et du coup, ils se sont écrasés contre les fortifications françaises sans avoir réussi à les prendre. Les combats dans le bois de Sars pour les Alliés ont aussi été extrêmement meurtrières, donc il y a de fortes pertes. Et généralement, les pertes, c'est assez normal en fait qu'au début du combat, les pertes soient plus importantes pour les assaillants, parce qu'ils doivent conquérir du terrain. Après, en revanche, quand le front est rompu, les assaillants se refont, pour parler légèrement, et en capturant en faisant des prisonniers, en massacrant les traînards. Mais là, la retraite se passe très bien, donc il n'y a pas de traînards côté français. Il y a quelque chose comme 500 prisonniers, enfin sur une armée de 85 000 hommes, 500 prisonniers, c'est pas non plus énorme, dont une bonne partie sont blessés. Donc en réalité, c'est ça qui explique cette disproportion. Et quand on apprend, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand les Anglais apprennent qu'il y a eu une bataille et qu'ils ont gagné, la bourse, je crois, 15%. Et puis alors, quand ils ont les premiers chiffres de perte, la bourse repère les 15%. Donc c'est vraiment déjà le baromètre de l'opinion publique. C'est ce qui fait. Alors, il y a d'une part la dimension meurtrière de la bataille, l'importance du feu qui tue, avant même la Première Guerre mondiale. Le feu tue énormément à Malplaquet. Ça fait déjà de la bataille une bataille très moderne. Ce qui en fait une bataille encore plus moderne, c'est qu'en fait, après la bataille, il y a une autre bataille qui commence. C'est la bataille de la communication. Et la communication autour de la bataille, donc tu l'as dit, les Alliés triomphent d'abord, mais dès que l'ampleur de leur perte est connue, alors là, le vent tourne. Alors comment est-ce que les Français parviennent à transformer cette défaite en quasi-victoire? Alors ça c'est un phénomène tout à fait fascinant. Donc je vais l'illustrer par quelques exemples. Alors vous arriverez sans doute pas à lire à cette distance, mais vous allez me faire confiance. Donc ça c'est la fameuse sous-série A1 dont je vous ai parlé. Ça c'est la première lettre de Boufflers. Et donc voilà, il dit qu'il y a 25 000 hommes au total de perdus et au moins 18 000 ou 20 000 alliés perdus. Donc ça doit être... ça c'est le 11 septembre qui raconte ça.
Non, c'est le 13 septembre. Le 15 septembre, alors il refait ses calculs, mais du côté des Alliés, donc en fait c'est des informations quand même très vagues. Oh là, c'est au moins 30 000 hommes tués ou blessés chez les Alliés. Donc on est le 13 septembre, 2 jours plus tard, donc ils ont déjà eu un nombre incalculable de 10 000 morts supplémentaires. Et après le 30 septembre, donc alors il refait les calculs du côté des Alliés, je ne sais pas comment il calcule, parce qu'il ne peut pas le savoir, mais en tout cas, il est parfaitement convaincu qu'ils ont eu 35 000 morts. Alors, évidemment, on se perd 35 000 hommes, ça n'a aucun caractère de réalité, mais on voit très bien qu'il y a une inflation complète du côté des Français. Ben, ils sont tellement surpris de ne pas avoir été écrasés cette fois-ci que il y a une sorte de mécanisme psychologique où ils sont fiers de leur retraite. Et non seulement ils en sont fiers entre eux, ils envoient des lettres de plus en plus enthousiastes à Louis XIV et la cour elle-même finit par y croire. À côté se branche une bataille dans la presse, parce qu'évidemment la Gazette de France explique que c'est quand même tout à la gloire des armées françaises. Et les Hollandais, sont... Alors, évidemment, ils défendent leurs soldats, mais ils sont forcés de publier les différentes lettres de Boufflers, même si, évidemment, il y a les lettres de Boufflers, et puis après, il y a des analyses qui disent que Boufflers raconte n'importe quoi. Donc, il y a toute une bataille d'opinion, et ce qui est intéressant, c'est que les Français la gagnent. Alors que, d'habitude, pendant toute la guerre de succession d'Espagne, les Français perdaient leur bataille de propagande. Et alors pourquoi? C'est le grand mystère. Alors je peux l'illustrer par autre chose. En fait, il y a une fatigue morale déjà. Ça, c'est une... je vous avais dit qu'il y a certaines correspondances qui étaient éditées. Donc Goslinga, qui est un représentant, donc un politicien hollandais qui sert dans l'armée hollandaise, il explique, alors déjà il se défend, il dit mais quand même, c'est une belle bataille, hein. Est-ce peu de choses prendre 2 des plus fortes places de l'Europe, donc Tournai et Mons, et gagner une bataille des plus opiniâtrées et sanglantes qui se soit jamais donnée? Il paroie pourtant comme si vous croyez que cela ne suffit pas et que nous devrions marcher droit à Paris. Donc quand même, ils sont un peu vexés qu'on leur dise que leur bataille c'est pas terrible. Mais après, il rajoute, vous ne parlez plus dans aucune des vôtres de vos lettres un seul mot de la paix, n'y songe-t-on plus? Je soupire toujours, je vous dis franchement, après elle, la victoire, donc après la paix, il veut la paix, la victoire sanglante, au lieu de nous rendre insolents, doit plutôt nous humilier. Ces torrents de sang chrétien répandus me font horreur. Et il termine en disant que il faudrait lâcher quelque chose à Louis XIV pour qu'on arrive à avoir la paix. En fait, les Alliés étaient tellement convaincus qu'il suffisait de pousser un peu pour que la France s'effondre comme un domino, qu'ils ont quand même poussé très fort. Surtout les Hollandais qui ont eu autant de morts. Et puis, le domino a tenu. Le château de cartes il y avait du ciment en dessous. Et donc, il y a un tel choc du fait qu'ils comprennent qu'il faudra des années et des années avant de grignoter la ceinture de fer. Et donc, il y a un effondrement moral qui est lié aussi, paradoxalement, au fait qu'avant, les batailles, c'était vraiment des très grands succès. Donc là, quand c'est plus un si grand succès, ils sont un peu désemparés. Alors, en termes de communication, il y a de la communication dans la communication du côté des Français également. Le premier héros de la bataille, c'est Boufflers, en fait. Et très rapidement, Villars reprend l'ascendant et parvient à éliminer celui qu'il considère comme un rival. Alors, ça aussi, c'est assez étonnant. Villars, effectivement, on ne peut pas le critiquer. Il a eu le genou fracassé. Il a bien servi, mais en fait... On peut considérer que Villars a mal disposé les troupes. C'est une opinion qui n'engage que moi. Mais il y avait trop de troupes à la droite française, et sans doute trop à la droite française, et pas assez à la gauche. Ce qui a du coup l'a forcé à dégarnir le centre quand il a fallu repousser les ennemis à gauche, et donc se retrouver avec des alliés qui ont pu s'emparer du centre. Donc, Villars a fait des erreurs, hein. Il aurait peut-être dû attaquer le 9 septembre, il aurait peut-être dû mettre plus de troupes à gauche. Bon, après, c'est très facile pour moi, là. Je vais vous expliquer ce que Villars aurait dû faire, ce que Boufflers aurait dû faire, ce que Marlborough aurait dû faire. Je suis bien entendu bien meilleur stratège que tous ces braves gens. En tout cas, on pourrait lui reprocher des choses, et Louis XIV pourrait lui reprocher des choses. Alors que Boufflers, certes, là encore, n'est pas exempt de reproches, mais c'est lui qui réalise la retraite, et c'est cette retraite qui est vraiment le chef-d'œuvre de Malplaquet. Et quand Villars revient à Paris, alors il a droit à tous les honneurs, on l'installe dans la chambre d'un ancien prince du sang. Louis XIV se rend dans sa chambre, alors que d'habitude, tous les astres, toutes les planètes tournent autour du Soleil, là c'est le Soleil qui se déplace. Il fait des réunions du Conseil d'en haut dans la chambre de Villars, parce qu'évidemment Villars ne peut pas se déplacer, ou prétend qu'il ne peut pas se déplacer. Donc vraiment, ce sont des honneurs incroyables. Pendant ce temps-là, Boufflers,
s'occupe de l'armée. Il faut bien continuer à faire tourner gérer la logistique et s'occuper des troupes. Et quand il revient, on le bat un peu froid. Et alors il n'y a pas vraiment d'explication, il y en a plusieurs. La première, c'est que Louis XIV se dit que de toute façon, il faut garder Villars, cette espèce d'image de Villars toujours conquérant, et donc du coup, comme on a perdu quand même, il faut bien sacrifier quelqu'un, et donc c'est peut-être pas très juste pour le pauvre Boufflers, mais il faut bien sacrifier Boufflers. C'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que, ça c'est dans Saint-Simon, mais pas seulement, Boufflers aurait demandé l'épée de connétable. Donc là, c'est un titre extrêmement élevé, de chef de l'armée royale qu'on ne pourrait pas lui retirer. Donc Louis XIV a trouvé que c'était un peu trop fort et que Boufflers prenait un peu trop ses aises, et donc il lui en a voulu. Et la troisième aussi, alors ça c'est la mienne, mais c'est assez cohérent avec le fonctionnement Louis XIVien. Le Soleil n'aime pas qu'il y ait d'autres astres. Il aime bien les planètes qui ne renvoient que sa lumière. Mais les autres astres, il n'aime pas trop ça. Et Boufflers n'a que des qualités. Alors, c'est peut-être pas... Villars est peut-être meilleur général, mais Boufflers était un homme d'une sincérité, d'une probité, tout à fait extraordinaire. Et adoré à la fois, très estimé à la cour et adoré dans Paris. Tout le monde l'aime, et Louis XIV est peut-être un peu jaloux, alors que Villars, qui certes est un bon général, mais est fanfaron, obsédé par l'argent, les titres, et a par ailleurs tout un tas de défauts et un certain nombre d'ennemis, était quand même quelqu'un de plus facile à manipuler. On peut plus facilement le gérer, et les talents de manipulateur de Villars s'étaient déjà manifestés au début de la guerre en Allemagne en 1702-1733, ce qui lui a valu son bâton de maréchal, qu'il n'aurait peut-être pas forcément eu sans une campagne de communication appuyée. Tout à fait. Cette bataille de Malplaquet, ça nous invite aussi à repenser cette notion de bataille décisive. Qui est aussi une tarte à la crème de l'histoire militaire, mais il ne s'agit pas de faire de Malplaquet une bataille décisive en tant que telle, mais ça mène à réfléchir sur ce que les acteurs envisageaient derrière cette bataille lorsqu'ils l'ont livrée. En particulier les Alliés, la Grande Alliance. On peut dire qu'en fait, ils ont beaucoup trop attendu de la bataille et de la victoire. Là aussi, ils sont extrêmement modernes dans leurs attentes. Aujourd'hui, quand on livre une bataille, c'est pour gagner la guerre. On gagne la bataille, l'ennemi est battu, on pense à Austerlitz, on pense à Friedland, voilà, on gagne, et puis l'autre capitule et c'est fini. Et c'est une conception qui va vraiment à rebours de la conception de l'époque, où ce ne sont pas les batailles qui décident de la fin d'un conflit, ce sont des conférences de paix qui parfois durent pendant des années, qui même parfois se déroulent parallèlement à des batailles. Pendant la guerre de Haït d'Augsbourg, Luxembourg empilait les victoires, ça n'a pas fait capituler ses adversaires jusqu'à ce que les traités de Ryswick mettent fin à la guerre. Donc, en attendant trop de la victoire, les Alliés se sont exposés à une désillusion qu'ils ont pris de plein fouet. Alors, est-ce qu'on peut dire que, paradoxalement, Malplaquet est peut-être une victoire décisive, en ce sens que une bataille décisive, pardon, en ce sens qu'elle marque le début de la fin de la Grande Alliance? Effectivement, ce qui est amusant avec Malplaquet, si on peut dire, c'est que c'est une bataille décisive par son caractère indécis. Alors, peut-être dire un peu ce qui se passe après, c'est-à-dire que la paix arrive en 1713, mais en fait, dès 1709, il y a cette désillusion. Dès 1710, le parti, alors, très, très schématiquement, il y avait un parti belliciste et un parti plutôt favorable à une paix rapide. On ne peut pas vraiment dire qu'il était pacifiste, et pas Louis XIV non plus, mais le parti favorable à la paix rapide gagne les élections en 1710, donc l'année d'après, et ils engagent tout de suite des pourparlers secrets, et franchement dans le dos de leurs alliés, enfin c'est très clairement de la trahison, et donc grâce à cette trahison des Anglais, mais là ils ont trahi leurs alliés, Louis XIV arrive à avoir à la paix d'Utrecht, donc 4 ans plus tard, 4 ans après Malplaquet, une paix relativement équilibrée. Et clairement, il y a plein d'autres facteurs, bien entendu, mais Malplaquet joue un rôle très important dans cette victoire du parti Tory, donc plutôt paix rapide, et donc ensuite c'est pour parler secret entre Londres et Paris.
Donc voilà, très clairement, elle a mené à un effet politique important. Mais c'est bien entendu pas ce que Marlborough et Eugène en attendaient. Tu parlais de la conception de la guerre. Ce qui est intéressant, c'est que Marlborough et Eugène ne sont pas des gens qui ont des conceptions classiques de la guerre, pour des raisons très différentes. Marlborough, il n'a pas une conception classique de la guerre, parce que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a très peu commandé d'armées. Il a commandé des armées de taille très, très limitée pendant toute son expérience, et c'est parce que c'est un très bon diplomate et par ailleurs un épouvantable manipulateur qu'il arrive à se retrouver à la tête d'une armée gigantesque, mais avec une expérience quand même très faible. Alors, Winston Churchill ne serait pas d'accord avec moi, mais en réalité, oui, au mieux, il a dirigé 20 000 hommes et il en a 100 000 ensuite. Et donc, pour lui, la guerre telle qu'on l'a fait telle qu'on apprend à la faire quand on fait tout le cursus honorum des grades de l'armée, ça lui paraît très long, et il explique qu'il vaut mieux faire des batailles, et c'est beaucoup plus rapide que de faire des sièges. Le prince Eugène, c'est autre chose. Lui, il a été éduqué à la guerre contre les Turcs. Et donc, dans les plaines balkaniques, il n'y a pas beaucoup de forteresses. Enfin, il y en a, mais elles sont pas très solides. Donc, voilà, c'est une guerre extrêmement mobile. Il a l'habitude de combattre et de faire des batailles. Et donc, ces deux hommes se retrouvent aux Pays-Bas, dans un système où, effectivement, les armées sont beaucoup plus statiques, beaucoup plus lentes. Donc, au début, ça se passe très bien, notamment quand ils vont combattre en Bavière, parce que en Bavière, il n'y a pas beaucoup de forteresses non plus. Donc là, effectivement, il suffit d'une défaite des Français pour que toute la Bavière soit perdue. Ils affrontent aussi des généraux français qui sont particulièrement catastrophiques, donc ça aide aussi. Mais alors, dès qu'ils se retrouvent, face à la ceinture de fer de Vauban, face à Villars, qui est quand même un général très solide, peut-être pas le génie militaire, mais quelqu'un qui ne s'effondre pas ni psychologiquement ni militairement à chaque fois qu'il a une défaite, ça marche beaucoup moins bien. Et du coup, cette espèce de logique de bataille décisive qu'on aurait eue à Blenheim, par exemple, en 1704, que les Anglais considèrent comme la bataille décisive, en fait, dès qu'on se retrouve avec des vraies fortifications, la bataille décisive n'est plus si décisive que ça. Oui, et de ce point de vue-là, moi, le déroulement de la bataille de Malplaquet me fait beaucoup penser à la bataille de la Moscova, où c'est un peu le même principe, deux armées qui s'affrontent, l'une à l'attaque, Napoléon, qui souhaite une victoire décisive, justement, pour contraindre le tsar à la négociation. Des Russes qui se retranchent, énormément de fortifications, les trois flèches de Bagration, la Grande Redoute, un usage intensif de l'artillerie, 120 000 coups de canon, mais si on regarde la proportion de pièces coups tirés à Malplaquet, elle n'est pas si éloignée que de celle de la Moscova. Et finalement, un adversaire qui est certes battu, mais qui n'est pas abattu, et une paix qui ne surgit pas, même si on prend Moscou, et au final, une retraite qui est celle que l'on connaît. Et d'ailleurs, le dénouement de Malplaquet, paradoxalement, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver au royaume, de ne pas gagner franchement, mais de ne pas perdre franchement non plus. Alors, à la fin de mon ouvrage, comme c'était la conclusion, j'ai eu le droit de sortir un peu de mon rôle strict d'historien et il faut se poser la question, qu'est-ce que Malplaquet a changé? Donc comment on se pose la question? Évidemment, on ne peut pas revenir dans le temps, mais on peut pratiquer ce qui s'appelle l'Uchronie, ou l'art des passés non advenus. L'idée, c'est de prendre une situation historique, d'étudier, de mobiliser aussi les mécanismes historiques qu'on connaît et de changer un élément, un petit élément. Évidemment, il ne faut pas faire débarquer un dinosaure au beau milieu du champ de bataille, évidemment, ce serait... là, je laisse ça à d'autres auteurs un peu plus créatifs. On change cet élément, on se dit, qu'est-ce qui aurait changé? Donc, j'ai fait deux tests. Le premier, c'est... à la fin de la bataille, il y a un officier général allié qui se dit, mais si j'envoie ma cavalerie, je vais pouvoir capturer l'armée française, le morceau de l'armée française qui se retire vers l'est. Et là, il reçoit un contre-ordre. J'oublie si c'est le Marlborough ou Eugène qui lui dit non, il y a suffisamment de pertes, on va pas tenter le diable. On ne fait rien, on ne lance pas la cavalerie sur des fuyards qui n'ont pas trop l'air d'être en fuite. Et après tout, peut-être que si l'aide de camp était tombé de cheval, le contre-ordre n'aurait jamais été lancé, et la cavalerie aurait attaqué les Français, et les Français auraient fini par s'enfuir, comme ils s'étaient enfuis
de la même façon à Ramillies, après une bataille où les troupes avaient été un peu éprouvées, et donc l'effondrement d'une armée française s'est documenté 3 ans plus tôt à Ramillies. Donc voilà, on étudie ça, on se dit bah voilà, si c'était la même fin que Ramillies, pas du tout inenvisageable. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils perdent comme fortification? Voilà, on étudie à peu près les mécanismes de comment on peut perdre des fortifications à l'époque moderne, et on voit que, alors soit on pousse le bouchon un petit peu et on s'aperçoit que c'est la catastrophe où Louis XIV, après cette défaite, est forcé de signer l'abandon de l'Alsace, l'abandon de l'île, presque la trahison de son petit-fils. Et donc, alors là, le règne de Louis XIV, c'est plus un règne de gloire, et Versailles, c'est plus du tout la même image. Hein. C'est comme Napoléon qui a tout conquis et tout perdu. C'est pas tout à fait pareil. Et on peut même aller plus loin. Si Louis XIV s'acharne et que on fait entrer les troupes alliées dans Paris, là, le plan des Alliés était de rétablir les États généraux. Parce que ils se disent qu'un gouvernement équilibré, que les gouvernements puissants, forts, sont militaristes et dangereux, alors que par contre, s'il avait des États généraux qui ne veulent pas payer l'impôt, le roi de France serait totalement inoffensif. En oubliant d'ailleurs que eux, les Anglais, ont un parlement et qu'ils étaient particulièrement offensifs. Donc c'est pas vraiment un raisonnement qui est, mais c'est un raisonnement très répandu à l'époque que les républiques et les monarchies modérées sont plus douces que les royaumes absolutistes. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Ça, donc on voit que ça change tout. C'est la catastrophe. Après, il y a la victoire. Donc là, on imagine Boufflers a fini par attaquer. Donc il arrive à. Après l'attaque des Hollandais, Boufflers contre-attaque, profite des pertes sanglantes qu'ils ont subies, enfonce les Hollandais. Et donc, il arrive à reconquérir Tournai, même il vise Lille. Et bien là, on s'aperçoit qu'en 1710, il y a des négociations de paix. Il y a eu des négociations de paix à Gertruydenberg en 1710. Et on imagine que les Alliés ne vont pas tout exiger parce qu'ils viennent de perdre une bataille. Donc ils disent, bon, ok, Lille on garde parce qu'on vient de la conquérir, mais on vous laisse Strasbourg parce qu'on ne l'a pas conquis. Et Philippe V, bon, il doit abandonner l'Espagne, mais quand même on lui donne Naples. Et là, on sait que Louis XIV signait tout de suite. Hein. On a les textes qu'il envoie à ses diplomates. Donc une victoire à Malplaquet. Alors, peut-être que, bon, pour les soldats français et alliés qui sont morts entre 1710 et 1713, ça aurait sans doute été une bonne nouvelle. Mais à l'échelle de ce qu'est le territoire national dans ses frontières, une victoire à Malplaquet aurait été une mauvaise chose. Ce qui est intéressant, c'est que en figeant une situation tout en entraînant une désillusion des Alliés, Malplaquet était sans doute la meilleure issue pour les Français. C'est assez contre-intuitif. D'ailleurs, ça nous permet d'arriver à la conclusion, puisque l'heure tourne, et puis de toute façon, on a fini. Ton propos, justement, ça relève toute l'importance de cette époque du moral. Tant qu'on n'a pas perdu, tant qu'on n'a pas admis qu'on a perdu, on n'a pas perdu, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Non, mais ça fait penser effectivement à des citations de Clemenceau où on considère que la guerre appartiendra à celui qui tiendra le dernier quart d'heure. La défaite est la défaite de celui qui reconnaît qu'il a perdu ou que, après tout, il vaut mieux capituler maintenant pour ne pas perdre plus après. Mais en réalité, tant qu'on n'est pas complètement anéanti, et c'est rare qu'on soit complètement anéanti. Louis XIV lui-même dit mais même si je perds mon armée, il est rare que des armées de telle taille soient intégralement détruites, donc il me restera une dernière chance, je mobiliserai le banc, l'arrière-banc, la noblesse de France, et je prendrai, je prendrai la tête de ma noblesse, et puis j'irai mourir sur la Somme. Il l'explique à Villars. Hein, voilà. Les Français, à ce moment-là, hésitent entre capituler et tenir jusqu'au bout, quitte à prendre des risques. Et la position de Louis XIV, contrairement à la plupart de ses conseillers, c'est de ne pas abandonner. On ne peut pas abandonner son petit-fils. Et il y a des choses qui ne... Voilà, on ne peut pas tout accepter face à l'hubris des Alliés. Et c'est ce refus de la défaite, assez obstiné de la part du roi, qui finalement se termine en... victoire. On ne peut pas dire que c'est une guerre victorieuse, mais enfin d'un autre côté, les Bourbons sont toujours sur un trône en Espagne, donc on peut considérer effectivement que même si les Anglais sont quand même les grands vainqueurs de cette guerre, on peut considérer que cette obstination ou cette opiniâtreté, pour prendre les termes de l'époque de Louis XIV, lui a beaucoup profité. Donc voilà, on n'est jamais battu tant qu'on n'a pas accepté de l'être.
Voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, on a veillé à garder du temps pour échanger avec vous, justement. Merci de toutes ces questions. Merci pour votre intervention. Je voulais savoir si la bataille de Malplaquet, que je ne connaissais pas, fait partie de la galerie des batailles à Versailles. Ben non, parce que c'est une défaite. Alors évidemment, il y a alors d'ailleurs, tu peux peut-être montrer justement Denain. Voilà. Voilà, c'est amusant, c'est que ce que vous voyez ici n'est pas la bataille de Malplaquet, c'est la bataille de Denain, la grande victoire de Villars 3 ans plus tard. Parce qu'il fallait trouver une illustration, puis alors évidemment Villars à la tête de ses troupes qui s'emparent des retranchements alliés, c'est toujours plus joli que une couverture un peu plus triste, mais qui me semble plus représentative de ce qu'est la réalité de la bataille de Malplaquet. Et c'est presque de tonnerre de souffrance que ça a pu représenter. Donc non, c'est une défaite. Donc ça n'est pas considéré comme une victoire, et donc ça n'entre pas dans la galerie des batailles, mais c'est le coup d'arrêt qui permet ensuite la victoire. Je vais juste vous raconter une anecdote. J'ai lancé l'euro avec le ministre de l'économie, Edmond Alfandéry, et on a fait une photo de tous les gouverneurs européens et tous les ministres de l'économie dans la partie justement de la galerie des batailles. Et alors, chaque personne regardait d'abord si ce n'était pas une défaite avant de laisser faire la photo. Malplaquet est tombé, si je puis dire. Mons aussi est tombé un petit peu avant. Mais Maubeuge et puis Valenciennes, qui sont juste à côté, elles ne bougent pas, restent françaises. Les Alliés ne rentrent pas. Et y a pas... Alors justement, c'est dans l'Uchronie négative, Maubeuge tombe et Valenciennes suit. En fait, Mons était... alors ça tombe juste après Malplaquet. C'est en fait les Alliés investissent Mons, donc ils se positionnent au sud de la ville pour pouvoir faire le siège en toute tranquillité. Et les Français viennent se positionner juste à côté d'eux pour inquiéter le siège. Et après le retrait des Français, la ville est prise. Le problème, c'est que le siège dure un mois et que après, en plus, les gens manquent de réserve quand même après le grand hiver. Et les Alliés expliquent très clairement que leur objectif, ce serait de s'emparer de Maubeuge après Mons, parce que, je ne sais pas si on le voit très bien, il n'y a pas de... Voilà, Mons, ça permet juste de faire tranquillement. Alors, il faut imaginer qu'à l'époque, pour faire des sièges, il faut de l'artillerie. L'artillerie, c'est lourd, et donc, pour déplacer son artillerie, ce qui est bien pratique, c'est d'avoir des cours d'eau. Donc, en fait, on s'empare des villes en descendant le cours d'eau, on prend la ville, et puis après, on descend, et puis on prend la ville d'après. Mons, c'est pas forcément très stratégique de ce point de vue-là, mais ça permet ensuite de marcher sur Maubeuge, et là, à Maubeuge, on a la Sambre, qui permet d'entrer au cœur du royaume. Valenciennes, c'est pareil, c'était une place stratégique parce que ça permettait de tenir la voie de l'Escaut. Et comme en fait la bataille de Malplaquet n'est pas une grande victoire pour les Alliés et que les Français sont capables de se positionner à nouveau au nord de Maubeuge, ça préserve Maubeuge de la défaite, et donc ça neutralise la percée des Alliés. Et la perte de Mons n'est pas c'est pas une tragédie stratégique. Il y a des choses qui après les Alliés vont attaquer Béthune, Savenant, Aire-sur-la-Lys. Bon, on gratte, mais on gratte pas vite, quoi. Et donc au fur et à mesure, quand on faire toute une campagne comme en 1711 pour s'emparer de Bouchain, ça coûte cher aux contribuables anglais qui n'aiment pas payer, tous les contribuables, et tout ça, on leur dit vous êtes emparés de Bouchain, personne ne sait où c'est, à un moment le contribuable on a assez de payer pour une guerre qui, prétend-il, et c'est complètement faux, arrange plutôt les Hollandais que lui-même. Oui, simplement, pardon. Et en quelle année Philippe de France a commencé à gouverner en Espagne ? Alors, il est reconnu roi en novembre 1700, et donc le temps qu'il y a, c'est 1700 vraiment. Ah oui, merci beaucoup.
Juste une information complémentaire sur la carte que vous présentez. Quelle est la longueur du front? Ça, c'est 80 km à peu près. Voilà, de Saint-Venant à Maubeuge. C'est quand même pas évident de déplacer des... Ah oui, c'est ça. Alors le jeu, c'est que, d'ailleurs il se passe ça pendant le siège de Tournai, les troupes de Villars sont réparties tout le long de la frontière. Donc là il y a 50 km, là il y en a 30 de plus à peu près. Enfin, voilà, non, c'est jusqu'à Denain il y a 50. Et donc pendant ce temps-là, les alliés se promènent et donc Villars doit les suivre. Donc le jeu, c'est d'arriver à faire semblant d'aller à gauche pour ensuite aller à droite et franchir, parce que franchir en force face à une armée qui est déjà là, c'est impossible. Donc il faut faire semblant qu'on va d'un côté, comme ça les Français vont d'un côté et hop on passe de l'autre. Et ça, Marlborough et Eugène étaient très très forts pour le faire, mais Villars a réussi justement à l'éviter. Cela dit, ce qui se passe, c'est que l'objectif des Français, c'était de se positionner ici, et les Alliés arrivent à faire croire qu'ils vont attaquer. À un moment, quand ils sont à Tournai, ils arrivent à faire croire qu'ils vont dans un sens, et ils essaient de passer à Saint-Guilain, ils n'y arrivent pas, mais là, ça c'est les lignes de la Trouille. Oui, alors, les rivières s'appellent la Haine, la Trouille, enfin c'est un champ de bataille très sympathique. Et les Français, leur objectif c'était de bloquer les Alliés ici, et puis ils sont pas assez rapides, donc les Alliés arrivent à passer, mais ils arrivent quand même à parvenir suffisamment vite à la trouver de Malplaquet. Donc c'est un jeu de... Voilà, c'est toujours un petit jeu de vitesse, la stratégie de l'époque. Oui, c'est une guerre de position, mais avec du mouvement pour percer les rideaux défensifs immobiles. Oui, c'est guerre de position, et donc des mouvements sur le long de la même ligne pour essayer de passer à l'endroit où l'ennemi est faible, parce qu'il n'avait pas prévu qu'on serait là. Alors, deux questions. Est-ce que le retrait des troupes au stand peut être expliqué par exemple par le comportement d'unités qu'on aurait pu qualifier d'élite à l'époque, le comportement des gardes françaises qui se seraient enfuis au premier coup de feu? Et deux choses, est-ce que vous me confirmez que l'enthousiasme de la défaite est aussi dû au fait que nous n'avons perdu aucun canon? Alors, première question, il y a au centre du champ de bataille, effectivement. Alors, la première raison, c'est que Villars dégarnit les troupes. Sauf que à un moment, on s'en aperçoit, et donc on demande aux gardes françaises qui sont... Alors c'est amusant, les gardes françaises, c'est une unité qui est censément une unité d'élite, parce que c'est la troupe qui protège les extérieurs du château de Versailles, mais en fait c'est à chaque fois l'unité d'élite qui se comporte mal sur le champ de bataille. Enfin, à chaque bataille on accuse les gardes françaises. Alors on aime bien accuser les unités d'élite parce qu'elles sont trop payées pour ce qu'elles font, enfin attitude classique. Mais de fait, c'est rare que... Les gardes françaises se sont bien battues à Ramilly quand même, mais c'est quand même pas non plus l'unité qui se bat toujours la mieux, hein. C'est pas la garde impériale. Et on leur demande d'avancer pour s'emparer, par reprendre justement les redoutes qui ont été un peu abandonnées par mégarde par les Français, et alors ils avancent un peu sans voir que les ennemis sont proches. L'ennemi leur tire dessus, et alors là il y a une sorte de mouvement de panique qui justement a été étudié dans un article important d'André Corvisier sur les phénomènes de panique, qui essaye de comprendre pourquoi des troupes qui ont quand même un statut de vétéran peuvent s'enfuir littéralement sans combattre, alors qu'ils doivent avoir 3 ou 4 morts. Et donc c'est la surprise en fait. Ils n'avaient pas vu qu'en face, l'ennemi était suffisamment prêt pour tirer, sans que ce soit vraiment dangereux, hein, mais bon, voilà, le soldat pense qu'il fait une marche et pas une marche offensive, et il voit son soldat, son ami à côté qui tombe, même si en fait il est peut-être tout simplement un peu blessé, et là c'est la panique, les gens jettent leurs armes et s'enfuient. Donc c'est un mouvement assez surprenant. Et la deuxième question était sur... Le pardon ? Aucun canon perdu. Aucun canon perdu. Il y en a quelques-uns quand même, mais très peu, effectivement. Je crois que c'est dans le livre, hein, mais je crois qu'ils en perdent 15 sur 80, mais ils en récupèrent 5. Ce qui prouve, c'est un débat de l'époque, que les Alliés avaient quand même l'habitude de mettre des pièces d'artillerie donc on pouvait déplacer sans trop de difficulté, parce que déplacer une pièce d'artillerie, c'est pas facile. Ils avaient tendance à essayer d'avancer leur artillerie. Mais donc, effectivement, perdre une part très faible de l'artillerie, c'est une forme de gloire.
Alors, il est 19h20. Je crois qu'on doit partir à 19h30. Il y avait la Donc question de peut-être monsieur qui une dernière question. essaye depuis. Non, là, ce qui m'a surpris, parce que je ne suis pas spécialiste évidemment de cette période, c'est qu'à l'école, on nous apprend toujours qu'il y a le sursaut de Denain et que c'est ça qui a tout emporté. Ce que vous nous dites en gros, c'est que Denain s'est relativisé. C'est un peu la conséquence finalement de Malplaquet. On est resté sur les mêmes zones. Et est-ce que Denain est un apport et qui a décidé vraiment, ou est-ce que c'était déjà la négociation était engagée, c'était inscrit déjà? Alors. Oui, le sursaut doit être relativisé parce que il faut quand même imaginer que les Anglais sont pas à Denain. Et alors, ce qui se passe, c'est que après Malplaquet, donc il y a le parti pacifiste entre guillemets anglais gagne les élections, fait une paix séparée secrète avec les Français, et à un moment. Alors au début, donc s'engage la campagne de 1712. Au début, alors, ils se débarrassent de Marlborough, évidemment, donc ils le chassent. Marlborough avait sans doute un peu tapé dans la caisse, mais par rapport à ce qu'il a apporté à son pays, c'était quand même pas grand-chose. Mais bref, ils le chassent, ils se débarrassent de lui, ils mettent un autre général à qui ils demandent de ne pas attaquer les Français. Donc, il doit participer aux opérations militaires parce que sinon, ça paraîtrait un peu trop grossier comme trahison. Mais ils ont l'ordre de ne pas combattre. Ce qu'on a appelé les restraining orders, les ordres de restriction. Donc, à un moment, cette situation devient intenable et parfaitement ridicule pour les Anglais. D'ailleurs, ils commencent à avoir peur que les Alliés s'emparent de leurs soldats, parce que quand même, ça fait des ordres. Donc, ils s'en vont. Juste avant Denain, ils s'en vont et les troupes anglaises partent. Et là, le prince Eugène sait qu'en fait, le temps lui est compté parce que les Anglais, ils avaient peu de troupes, mais ils finançaient quand même une bonne partie de l'armée. Donc, il sait qu'il lui reste un an encore, enfin, il lui reste quelques mois à combattre. Donc, il est forcé de prendre des risques très importants et donc, il étire ses lignes de communication, ce qui permet à Villars d'attaquer. Alors, on peut trouver que Eugène a été imprudent, mais en réalité, il n'avait pas le choix. Donc, sans l'abandon des Anglais, qui est lié à Malplaquet, il n'y aurait jamais eu Denain. Eugène n'aurait pas, déjà, Marlborough aurait été là, Eugène n'aurait pas étiré ses lignes de communication, les soldats anglais auraient pu protéger le camp, enfin bref, ça s'est pas fait tout seul, la bataille de Denain. Et par contre, la bataille de Denain a effectivement des conséquences très importantes, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement moral des Alliés et Villars reprend à peu près tout ce que les Français ont perdu depuis 1710. Bon, on finit sur une note positive pour la France. Merci à vous. Merci Clément. Merci beaucoup.